C'est la dernière émission de l'année 2021, votre magazine Info 7, madame, messieurs, bonsoir et bonjour. Ça dépend, comme je l'ai toujours dit, de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre, madame, messieurs. Une fois de plus, bienvenue dans votre magazine Info 7, aujourd'hui que nous présentons dans l'ambiance festive, l'ambiance de cette célébration de la date du 25 décembre qui revêt un caractère très important pour certaines personnes. Madame, messieurs, et nous avons le plaisir de décortiquer l'actualité de la semaine avec une dame. Donc, une émission qui se clôture avec une dame pour l'année 2021. Elle, c'est Maître Arlette Odia. Elle est qui? Elle est présidente de l'ASBEL CEDUC, collectif pour le développement et l'unité du Congo. Maître, bonsoir. Bonsoir, Madame Noëlla. Dans l'atmosphère de la célébration de la date du 25. Oui, c'est l'occasion pour nous de souhaiter un joyeux Noël à tous ceux qui vont nous suivre, mais surtout ce jour qui est spécial à vous qui êtes en face de moi. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Maître. Merci pour ces vœux et ça me va tout droit au cœur. Nous sommes aujourd'hui le dernier jour de la semaine. L'actualité a été quand même ennuyeuse la semaine et on vous a quand même entendu aussi à travers les réseaux sociaux, vous avez réagi. Voilà pourquoi nous vous avons invité sur ce plateau pour décortiquer cette actualité. D'entrée de jeu, dites-nous d'abord comment se porte votre ASBEL. L'ASBEL se porte bien, de plus en plus les membres sont engagés avec la présidente que je suis. Nous décortiquons tous les sujets d'actualité pratiquement parce que c'est une structure qui s'est spécialisée dans l'analyse des faits de société, l'analyse des faits politiques et à côté desquels nous formulons nos plaidoyers à l'endroit des décideurs, aussi bien ceux de l'opposition que ceux de la majorité, en vue tout simplement de l'amélioration de conditions de vie des Congolais. Oui, vous le dites ainsi, mais dans l'opinion congolaise, certaines personnes se posent la question pourquoi Maître Arlette Odia se prononce plus lorsqu'il s'agit des sujets liés à la politique. Mais parce que c'est ça la spécialité de notre ASBEL. Ah, la politique. Oui, la politique, c'est celle-là qui gouverne la nation, c'est celle-là qui permet aux Congolais de vivre comme il se doit. Et quand on a des raisons de penser que la vie qui mène à ce jour le peuple congolais n'est pas celle qu'il mérite, eh ben c'est ça notre spécialité. Mais pourquoi vous n'avez pas seulement du coup créé un parti politique? Parce qu'on estime que les partis politiques, on ne le crée pas simplement parce que l'on veut. Ce besoin doit être exprimé notamment par l'accompagnement du peuple. C'est lui pour lequel nous travaillons. Si à un certain moment, nous rendons compte que ça devient vraiment un besoin pressant de la part du peuple congolais, soyez sûrs que soit nous créerons un parti politique ou alors nous intégrerons un parti politique parmi ceux qui sont déjà là. Une ASBEL aux allures politiques. Bon, mais justement parce que nous abordons les questions d'ordre politique, ça s'explique. Dites-nous un peu comment est née ces ambitions-là de mettre en place cette structure, cette ASBEL aujourd'hui qui s'intéresse à plusieurs questions d'actualité. Oui, l'idée est partie du risque. Nous appelons ça risque parce que nous partons justement du discours du chef de l'État, celui du 30 juin 2020, où la RDC fêtait ses 60 ans d'indépendance. Okay. Souvenez-vous que le chef de l'État disait qu'à 60 ans, on ne commet pas n'importe quelle erreur. Voilà. À 60 ans, on ne prend pas n'importe quel risque et qu'il fallait désormais avoir la mesure du risque. Mais quand arrivé au mois d'octobre de la même année, on a vu le chef de l'État décider de la dissolution de la coalition FCC-CACH, mais surtout de la réconfiguration de la majorité parlementaire. Et c'était pour nous un risque pour lequel nous avions estimé que le chef de l'État n'en avait pas mesuré les dangers et les conséquences. Voilà. Du coup, on avait vu que ça entraînerait la dégradation des conditions des vies des Congolais. Et les faits aujourd'hui nous donnent raison. Donc, il faut comprendre que tout est vraiment parti de là. Ok, aujourd'hui, votre ASBEL, on entend un peu parler de vous par-ci, par-là, dans les réseaux sociaux, vous êtes une voix entendue.
Et comment est-ce que vous faites pour vivre? Parce qu'on vous a vu quand même réunir des femmes, des hommes dans des grandes salles. Comment vous faites? D'où viennent les fonds? C'est d'abord l'engagement et la présidente de CEDUC que je suis. Bon, enfin, on doit quand même dire que je suis pas chômeur. Je suis avocate depuis plusieurs années. J'ai des personnes qui me confient, qui croient en moi et qui vous font confiance, qui me font confiance, qui me confient de lourdes responsabilités grâce auxquelles je peux réunir des moyens à côté de tous les autres membres. On met toujours en commun nos forces pour réussir certaines activités, mais ce n'est pas du tout sorcier. Quand vous avez un message clair, même sans payer la mobilisation, vous pouvez drainer des masses. C'est ce que nous sommes en train de faire, et avec plaisir. Une année déjà depuis l'existence de votre SBL. Aujourd'hui, vous êtes dans combien de provinces de la RDC? Nous sommes basés avec un siège national dans la province, la ville-province de Kinshasa. Mais maintenant, nous avons déjà des noyaux, notamment dans la Grande Orientale, on va dire Kisangani. On a des noyaux au Lualaba. On en a aussi au Congo central, notamment à Matadi. Nous sommes en train d'évoluer. Dieu aidant et avec l'accompagnement du peuple congolais, nous savons que nous allons petit à petit couvrir l'étendue nationale. Ferdinand Kambere aujourd'hui se trouve déjà en prison, il est à Makala, vous êtes avocate, vous êtes également présidente d'une structure qui s'intéresse aux questions politiques. Quel est votre regard de cette situation? C'est le regret. Le regret de constater que c'est une preuve de plus que l'appareil judiciaire est en panne. Le président de la République l'a même reconnu. Oui, mais après l'avoir reconnu, il faudrait que les autorités politiques s'engagent pour ramener les choses à la normale. Bien au contraire. Tshisekedi a promis de le faire. Oui, mais vous parlez bien de la promesse. Vous parlez de la promesse. Nous sommes en train d'assister à une passivité coupable de l'autorité politique quant à l'amélioration de l'administration judiciaire dans notre pays. C'est très très regrettable. Qu'est-ce qui ne vous enchante pas dans cette décision-là? Mais d'abord, par coup et blessure, vous êtes avocate. Est-ce que ce n'est pas puni par la loi? Tout à fait. Mais il n'y a pas que les faits de coups et blessures. Il faut d'abord partir sur le fait que c'est une altercation entre deux membres d'un parti politique qui a entraîné des infractions, notamment, on va dire, les coups et blessures à l'endroit de M. Ardant Kabambi et destruction méchante à l'endroit de M. Ferdinand Kambere. Et tous deux sont plaignants dans le même parquet. On va dire que dans tous les deux dossiers qui se sont créés, il y a dans l'un, M. Kambere est plaignant, dans l'autre, Kabambi est plaignant, aussi bien que l'un et l'autre est accusé dans l'autre dossier. Mais dans la pratique, dans tous les parquets, dans pareilles circonstances, on n'arrête pas les deux. Parce que sinon, quand vous arrêtez l'un d'entre eux, vous empêchez à l'autre de se défendre. Vous déjà, vous créez une situation d'inégalité de traitement. C'est ce qui n'est pas normal. Déjà du point de vue purement pénal et procédural. Mais maintenant, du point de vue politique, il faut noter qu'il s'agit d'une altercation entre deux militants ou deux cadres d'un même parti politique. Et à la place, qu'est-ce qui devait être fait? Mais à la place, ce qui devait être fait, c'est notamment l'application de l'article 15 de la loi portant statut de l'opposition politique. Cet article qui pose deux conditions qui font échapper un acteur politique de poursuite judiciaire, quand bien même des infractions seraient commises. La première condition, c'est être membre de l'opposition, et la seconde, être que la situation en présence ait trait notamment à la politique. Vous avez vu par le passé, à l'UDPS, certains cadres de l'UDPS qui n'étaient pas d'accord avec le président AI Augustin Kabouya et son secrétaire général, le président, Kabound et son secrétaire général. Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya. Il y a eu des injures, il y a eu même des bagarres. Ils n'avaient pas été arrêtés. On a vu la même chose à l'UNC
entre l'ancien secrétaire général Mayo et certains cadres, dont notamment Tchotchumani Kisombe, il y a eu des injures, il y a eu des bagarres, mais personne n'a été arrêté. Et maître... Pourquoi lorsqu'il s'agit, cette fois-là, du PPRD avec Kambere Kabambi, il faut qu'il y ait des arrestations, encore une arrestation? Qu'est-ce que vous voulez réellement d'entre les deux? Qu'est-ce que vous voulez réellement dire à la population congolaise? Premièrement, nous reconnaissons qu'il est possible qu'à travers les faits tels que commis, qu'il y ait eu la perpétration de certaines infractions. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Nous sommes tout à fait d'accord. Okay. Mais le second élément est qu'il y a la loi qui donne une autre connotation à ces faits, une autre possibilité de résoudre ou de régler ces faits-là. C'est notamment l'appel à l'apaisement. Lorsque à l'Assemblée nationale, il y a eu des députés qui se sont battus, beaucoup de nos compatriotes avaient appelé à leur arrestation. C'était l'occasion pour eux de comprendre qu'il y a les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale qui organisent que lorsque des bagarres se déroulent dans ces circonstances-là, les personnes, ceux qui se sont battus, peuvent ou échappent aux poursuites judiciaires. De la même manière, toutes les lois, elles sont vous estimez votées par des politiques. Il faut comprendre que ces politiques s'arrangent pour s'attribuer certaines faveurs. Ou alors, on modifie les lois que nous avons, ou si on doit les appliquer, il faut absolument qu'ils soient tous deux remis en liberté et que la justice les aide à résoudre leurs différends. Il faut arrêter de toujours faire croire aux citoyens congolais qu'on ne peut résoudre des problèmes de société qu'à travers la justice. Et selon vous, vous estimez que c'est un acharnement politique? Certains ont la prétention de le penser, mais je pense que ce n'est pas pour rien et qu'il y a de raisons d'y croire. Pas de certaines personnes. Oui. Nous parlons de maîtres parce que c'est vous qui êtes en train de donner ces éclaircissements à la population. Tout simplement parce qu'il y a eu une succession d'événements dans ce dossier. Il y a d'une part, le lundi, M. Kambere, qui a été arrêté pour coups et blessures volontaires. Même alors que dans le même parquet, il s'est aussi plaint contre son plaignant des faits de destruction méchante. On n'a pas de suite sur ces dossiers. Clairement, maître, il y a lieu que ce soit de l'acharnement parce que, comme je vous ai dit, il est lui aussi plaignant, mais son dossier n'a pratiquement pas connu de suite. Merci, maître, madame, messieurs. Prenons à présent ce premier dossier de cette rétrospective de la semaine. Ça aurait été une ville morte sanglante, alors qu'on protestait contre une prétendue présence des policiers rwandais à Goma, le sang a coulé. Nous avons 4 personnes tuées, dont un commissaire de police qui a été abattu en son poste de travail. Il y a 17 blessés au total, 5 policiers, dont un par balle au niveau de fesses, 4 autres par arme blanche. Il y a 12 civils blessés, qui sont tous internés à l'hôpital CBK Ndosho. Et nous avons interpellé 11 personnes. Cette manifestation a violé l'état de siège instauré par le chef de l'État. Un certain nombre d'édifices ont été détruits par la volonté de Lucha et de Veranda Muchanga. Ils ont ravi les armes aux policiers. Ils ont utilisé des objets contondants et des pierres pour lapider la police qui rétablissait l'ordre et assurer la circulation libre. À ce moment-là, ils ont violé tout simplement la loi. La même loi qui doit protéger et policiers et population. C'est à ce niveau que ceux qui ont organisé la ville morte ont péché. Ils ont péché et doivent en répondre devant la justice, soutient Patrick Mouyaya. C'était une journée sanglante. La police a perdu ses éléments dans leur poste d'affectation. C'est des incidents que nous condamnons avec la dernière énergie. Autant les policiers subissent la rigueur de la loi pour les actes qui leur sont reprochés, autant tous ceux qui ont été impliqués dans ces incidents doivent y répondre et ce sera justice. Le porte-parole du gouvernement indique que l'appel à la ville morte à ces sujets aura tout simplement été une manipulation.
Long de 1650 mètres et de 30 mètres de large, l'aéroport national de Ndolo, âgé de 80 ans, nécessite un coup de pioche pour redorer son image, dont les travaux de réhabilitation font leur début en ce jour. Il suffit de regarder la piste et son état de dégradation très avancé, avec ses fissures et autres nids de poules, au point de devenir un point de friction entre les opérateurs aériens qui exploitent les lignes aériennes provinciales. Il faut donc à tout prix le réhabiliter. Une fois les travaux de réhabilitation terminés, l'aéroport national de Ndolo redeviendra un terminal d'affaires, a renchéri le directeur général de la RVA. Ces aménagements de réhabilitation nous permettront de rétablir dans cet aéroport les conditions requises pour des opérations aériennes sécurisées, faisant ainsi de Ndolo à la fois un terminal d'affaires, en même temps qu'un point de chute pour les hommes d'affaires et les autorités politiques. De son côté, le patron de transport et voies de communication congolais, Chérubin Okende, est revenu sur l'adresse du chef de l'État à la nation du 12 décembre dernier sur le transport. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a rappelé à l'attention de nous tous que la question de transport et voies de communication, je cite, est un défi permanent dont l'impact sur l'économie nationale et par ricochet sur les conditions de vie de nos populations est indéniable. Dès lors, nous avons donc tous à nous mettre à l'ouvrage. Nous avons donc tous à réfléchir de manière pragmatique pour trancher avec des discours et rencontrer cette vision du président de la République. Avec un coût de 5 millions de dollars américains pour sa réhabilitation, l'aéroport national de Ndolo fut la première piste de liaison entre l'Europe et Kinshasa, alors Léopoldville en 1949. Maître Arlette, vous êtes quand même congolaise. Je me permets de croire que vous êtes congolaise. Vous avez vécu dans ces pays plusieurs années et vous connaissez bien la situation de la République démocratique du Congo. Vous voulez voir les choses changer, la population bénéficier de ces richesses. Absolument. Comment est-ce que vous avez d'abord vu ce pays, la RDC, lorsque Félix Antoine Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême? Mais nous l'avons vu comme un pays très bien aligné sur le chemin qui devrait mener vers le développement. La RDC a une histoire qui est atypique, vraiment propre à elle. C'est depuis 1885 que nous avons eu quand même la chance d'être le 3e pays d'Afrique en termes de la superficie. Ça veut dire qu'on devrait absolument nous attendre à des velléités de balkanisation, à la convoitise de nos richesses. Cela a fait que nous avons connu un passé très difficile. À un certain moment, la guerre, elle a décimé les populations congolaises et les chefs de l'État tels qu'ils se sont succédés à la tête du pays, notamment le maréchal Mobutu, il a veillé sur l'unité nationale, il a veillé sur la cohésion nationale et surtout sur l'intégrité du territoire national. Et Désiré Kabila, il vient avec une mission précise, celle d'écourter les séjours de Mobutu, parce qu'en dépit de ses réalisations, il devrait quand même à un certain moment comprendre que les commandements devraient changer. Mais ce n'était pas ça son intention. Voilà. Mzee Kabila a fait ce travail-là d'écourter le séjour de Mobutu au sommet de l'État. Il n'a pas eu l'occasion, bien sûr, de mettre en place sa vision. Joseph Kabila hérite un pays morcelé, émietté. Il met autour de lui la classe politique, aussi bien l'opposition, la majorité que la société civile. Ils mettent en place un programme d'abord d'unification du pays. Organiser la politique à travers le référendum, le vote de la Constitution et les élections démocratiques, libres et transparentes dans notre pays jusqu'à arriver à l'alternance. Et l'UDPS au pouvoir devrait
mettre l'accent particulier sur l'amélioration du social. Parce que le volet politique... Mais le slogan du président de la République, c'est le peuple d'abord. Mais ce n'est pas ce que nous avons vécu, madame. Jusqu'à ce jour, le peuple est en train de trimer. Le chef de l'État l'a dit dans son dernier discours sur l'état de la nation. Le président Moïse Katumbi à Lubumbashi est revenu également sur ça. Ce n'est pas Vital Kamerhe ou Jean-Pierre Bemba ou encore Joseph Kabila et Emmanuel Ramazan Shadari au PPRD qui dit le contraire. Mais est-ce que la classe politique dirigeante aujourd'hui travaille dans le sens de l'amélioration de conditions de vie des Congolais? Nous disons non, absolument mais tous non. Dans leur discours, ils disent toujours placer le peuple congolais au centre de tous. Vous parlez de discours. Est-ce que dans la faisabilité, on en a vraiment l'impression? Quand nous vivons dans un pays où c'est chaque jour que nous avions des tensions d'ordre politique, nous vivons dans un pays où les gouvernements n'ont aucun respect pour les textes de la République. Vous pensez que nous nous mettons dans les conditions de travailler pour l'amélioration du social? À vous entendre parler, on peut comprendre que les mal étaient un peu profonds. Tshisekedi arrive au pouvoir. Est-ce que vous estimez que 3 ans déjà passés à la tête de la RDC, d'ici là 4 ans et les mandats sera fini, il y avait espoir de croire au changement? Absolument, il y avait espoir de croire au changement. Avec le président Félix Tshisekedi, avec l'UDPS au sommet de l'État, nous sommes en train d'avancer en reculant. Pourquoi je dis qu'on recule? En reculant? Comment ça? Expliquez-nous. Qu'on recule parce que les problèmes, notamment de la division du Congo, qui était déjà résolu sous Joseph Kabila, est en train de rentrer. Le problème de tribalisme que nous avons pu vaincre à travers la gouvernance de Mobutu, de Mzee Kabila et de Joseph Kabila, nous sommes en train de reculer sur ces points-là. Comment pensez-vous qu'on peut maintenant se focaliser sur des questions de développement, tandis que le vivre ensemble collectif est compromis et le tissu social est complètement abîmé? C'est là que je dis que nous sommes en train de reculer. Vous parlez de problème de tribalisme, donc le pouvoir de Tshisekedi prendre le tribalisme, c'est ça? Les Congolais pensent ainsi parce que vous allez vous rendre compte que les différentes nominations au sommet de l'État, si un Kassaïen n'est pas en première position, il est absolument et automatiquement en seconde position. Ça crée un problème sur l'appréhension des citoyens congolais de la gouvernance actuelle. C'est ça le problème. Mais c'est pas quelque part les politiciens qui entretiennent cette situation. Mais c'est de ces deux qu'on parle. Et notamment les politiciens qui président à ce jour à la destinée du pays. L'opposition? Mais est-ce que l'opposition procède à des nominations? Non, mais parce que vous parlez de dénonciations, il y a un Kassaïen, il y a celui qui parle. Est-ce que ce sont les personnes qui sont au pouvoir qui reviennent sur ça ou c'est ceux qui sont dans l'opposition? Vous savez, Madame Noëlla, le tribalisme, c'est un problème de société dans notre pays. Et lorsque un chef de l'État prend le commande de la nation, il doit définir sa politique en matière de lutte contre le tribalisme. Mobutu avait défini sa politique, c'était donc la territoriale de non-originaire. On s'en souvient encore quand on a vu, par exemple, Mme Zouzian Bombo du Kasaï être gouverneur au Congo central. On a vu ça avec Koya Diallo de l'Équateur être gouverneur en province orientale. On a vu aussi Vila Kikanda du Congo central être gouverneur à Goma, par exemple. C'était ça la politique de la territoriale de non-originaire. Kabila qui arrive au pouvoir, il met la politique de la géopolitique, n'est-ce pas, pour permettre à toutes les provinces d'émerger avec leurs leaders afin de créer une compétitivité positive qui devrait favoriser l'émergence de chacune des provinces. Le président Félix Tshisekedi, il ne définit pas sa politique en matière de lutte contre la corruption. Bien au contraire, c'est que des responsabilités de l'État confiées aux gens de la même province. Je suis aussi du Kasaï. Je ne suis pas contre ma province. Mais quand on est démocrate, quand on est panafricaniste tel que nous le sommes au CEDUC, on ne peut pas à la fois être tribalisme et promouvoir qu'une seule tribu ou alors rester insensible face au mécontentement de la majorité silencieuse. C'est ça. Parce que souvenez-vous de ce qu'on dit en français, qui peut empêcher et n'empêche, pêche. Nous ne voulons pas pécher par ce silence. C'est pour cette raison que nous formulons des plaidoyers à l'endroit du président Félix Tshisekedi d'être à l'écoute de ces revendications qui sont légitimes
des citoyens. Vous avez parlé de la géopolitique avec l'ancien président Joseph Kabila Kabange, mais permettez-moi de parler du Kasaï. Ngoï Kassanji était à la tête de cette province. Mais Ngoï Kassanji était du Kasaï. Et aujourd'hui, quand on retrouve par exemple Fifi Masuka qui est dans le Haut-Katanga, originaire de là, pourquoi aujourd'hui ça doit poser problème? Non, si ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça ne pose pas de problème. Parce que vous parlez, vous êtes en train de dire que le pouvoir remplace prendre le tribalisme. Non, je ne dis pas que le pouvoir remplace prendre des tribalismes. J'ai dit plutôt qu'il donne des raisons aux Congolais de penser qu'il y a du tribalisme qui prend de l'ascenseur dans notre pays. Je ne parle pas des mais c'est pas Félix le premier à commencer cela. Vous avez donné un exemple ici. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Mais à ce jour, la majorité silencieuse, en tout cas, est en train de penser qu'il suffit pour quelqu'un d'être du Kasaï et se voir bénéficier de plusieurs faveurs, notamment les responsabilités de l'État. Ça dérange les compétences, vivre ensemble collectif. On ne tient plus compte des compétences. C'est juste lorsque vous êtes du Kasaï. On ne peut pas seulement parler de compétences lorsqu'il est question de confier des responsabilités. Parce que vous n'allez pas dire qu'il est compétent s'il n'y en a qu'au Kasaï. Je suis d'accord que le Kasaï produit un grand nombre d'intellectuels, mais ce n'est pas pour autant dire que dans d'autres provinces, il n'y en a pas. Vous avez suivi notamment l'honorable Matezolo revenir sur les faits que même au Congo central, les grandes entreprises publiques, ce sont des Kasaïens qui ont remplacé tous les nés Congo. Ça, c'est l'honorable Matezolo qui le dit. Dans d'autres provinces, c'est aussi pareil. Je voudrais, en tant que président des CEDUC, formuler ce plaidoyer de demander au chef de l'État d'être attentif à ces sons de cloche de ceux qui pensent que le tribalisme est en train de prendre de l'ascenseur en République démocratique du Congo, est en train de faire reculer la nation et répondre à cette priorité sociale favoriserait le développement sur d'autres secteurs de la vie nationale. En réhabilitation de l'aéroport de Ndolo, vous l'aviez bien vu, ça faisait des années que cet aéroport se trouve, bien sûr, se trouve dans un état délabrement très avancé. Aujourd'hui, le régime de Tshisekedi décide de réhabiliter. Et de l'autre côté, nous avons le transport qui est presque un casse-tête dans la capitale de la République démocratique du Congo. Comment peut-on remédier à cette situation? D'abord un défi majeur. Oui, vous revenez d'abord sur les faits de la réhabilitation de l'aéroport de Ndolo. C'est un projet à saluer parce que nous avons un pays qui a eu un défi énorme à remonter dans le secteur du transport. Mais combien sont ces projets qui ont commencé sur les régimes du président Félix Tshisekedi qui n'ont pas encore été achevés, même pas 50%? Et comment demandez-vous au peuple congolais qui a assisté et qui est en train d'assister à des séries de projets inachevés de croire que celui de Ndolo sera lui achevé? C'est ainsi que nous continuons à attirer l'attention des gouvernants de savoir qu'il y a intérêt pas seulement de sortir des fonds dans la caisse de l'État, mais de veiller à ce que les travaux pour lesquels les fonds ont été débloqués, qu'ils soient réalisés. On a suivi le chef de l'État dire que tous ceux qui vont détourner les fonds publics seront mis en prison. Ça veut dire que les gouvernants vont laisser les fonds publics à la merci des détourneurs et qu'ils remplissent les prisons. Mais c'est tout simplement ce que ça veut dire. Mais finalement, après avoir arrêté autant... On n'avait plus de projets, qu'on se limite là ou comment? Non, mais que ces projets commencent pour se terminer. Mais chaque ministre est appelé à veiller à son secteur. Mais justement, je suis d'accord. C'est pour cette raison donc, si le transport lance... plaidoyer. Okay. Je formule ces plaidoyers à l'endroit de tous les ministres sectoriels, à l'endroit du Premier ministre, mais aussi à l'endroit du président de la République, d'éveiller à ce que les fonds publics débloqués pour la réalisation de projets soient utilisés en bon escient. Vous parlez des fonds publics. Alors aujourd'hui, comment votre ASBL trouve les actions de l'IGF? Ah, madame,
Je reviens un peu sur la même chose, comme je l'ai dit, en matière de lutte contre la corruption, lutte contre les tribalismes. De la même manière, la corruption et les détournements publics constituent des faits des sociétés. Vous irez aux États-Unis, vous le trouverez. Vous irez même au Jérusalem, la cité céleste, oui, on va dire ça. Vous trouverez les détournements, vous trouverez la corruption, même si à des échelles différentes. Ça veut dire que quand le chef de l'État décide de combattre la corruption, il doit définir clairement sa politique en matière de lutte contre la corruption et contre les détournements. Donc, tu sais qu'il mène des actions aujourd'hui sans avoir défini sa politique. Dans le tâtonnement, madame. Ah, dans les tâtonnements. Dans l'essai-erreur. On vous dit que l'IGF est en train de jouer ce rôle des patrouilles financières. Alors, on veut comprendre que c'est là un OPJ. Quand vous êtes un OPJ, ça veut dire que vous menez des enquêtes pré-juridictionnelles. Et en RDC, cette période, elle est inquisitoriale, elle est secrète. Mais quand vous avez un IGF qui révèle les conclusions de son travail avant la fin, la fin de ces enquêtes, ça veut dire que ce n'est plus une mission de lutter ça contre... devient quoi? Mais ça devient ça devient, on va dire ça comment? Ça devient de maquillage ou alors du cosmétique. C'est ça le mot qui m'avait échappé. Ça devient du populisme et de plus en plus, ça ne crée plus d'effet. Vous savez que depuis la dernière libération de ceux qui avaient été poursuivis pour détournement des deniers publics. Vous voulez parler de Caméré? Vous voulez parler de Caméré? Je commence par parler du ministre Teni Longondo. Depuis sa libération, liberté provisoire. Plus personne ne croit au travail de liberté provisoire parce qu'il n'est pas libre. C'est une liberté provisoire. Vous parlez de la liberté provisoire, mais ce sont des faits politiques. Vous savez combien de personnes par les passés ont été libérées provisoirement et ces procès n'ont jamais connu d'issue. Et nous pensons que ce sera aussi le cas pour pour tous les derniers. Lui, mais aussi tant d'autres. Voilà, madame, messieurs, prenons à présent le deuxième dossier de cette rétrospective de la semaine. Nous allons parler de la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo. Adoption de PV de plénière, audition du rapport de la commission paritaire sur la CENI et entérinement. Tels sont les points inscrits à l'ordre du jour de cette plénière conduite par Christophe Mbosso. Après l'allocution du président de cette institution, la parole était donnée à la commission paritaire qui a examiné le dossier de délégué de l'opposition à la CENI. Après examen, la plénière a entériné 3 membres du bureau de l'opposition. Ayant rempli les conditions et critères légaux, votre commission a retenu 3 candidatures ci-après au regard de leur parti et regroupement politique. Numéro 1, Manara Linga Didi, opposition. Deuxième candidature retenue, H. Matembo Toto Agé, opposition. Troisième candidature retenue, Ilongo Tokole Jean. Ces 3 membres ont été présentés à la plénière avant de recevoir quelques conseils du président de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso les a invités à œuvrer pour l'intérêt de la nation. Une satisfaction pour le député Charles Lokoto. C'est un sentiment de satisfaction parce que c'est un travail que nous avons abattu pour arracher cette victoire, ce n'était pas facile. Et je crois que vous avez suivi le rapporteur de notre commission, de la manière dont nous avons taillé, de la manière dont nous avons mis le sérieux pour que ce travail trouve son fruit, exécuté par la plénière. Ici, il est noté que le document sera transmis au chef de l'État Félix Tshisekedi pour l'investiture de ces 3 membres de la CENI. Le Congo, notre pays, s'est levé comme un seul homme pour lutter contre la balkanisation. Nous devons également avoir le courage de dénoncer et de conjurer toute manipulation, à l'instar de celle qui a été à l'origine des incidents malheureux survenus la semaine dernière à Goma, à cause de la propagation de fausses rumeurs faisant état d'un supposé déploiement
des troupes rwandaises dans la ville de Goma. Je vous affirme, il n'y a pas de policiers rwandais et il n'y en aura pas à Goma. Cette mauvaise campagne, entretenue par certains compatriotes et mouvements citoyens, nuit aux efforts collectifs menés en vue d'instaurer définitivement la paix dans notre pays. Dois-je encore une fois rappeler que notre pays fait face aux groupes terroristes dont la traque appelle une mobilisation générale de notre peuple et une coalition internationale. La ville de Goma a connu une ambiance particulière ce lundi. Deux jeunes en colère protestaient contre la venue de la police rwandaise qui, selon eux, serait déjà dans la ville de Goma pour sécuriser la population dans la province du Nord Kivu. Bilan de cette manifestation, un policier et un civil ont perdu la vie. La police a tiré à balles réelles et a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule et en barricader la route. La manifestation d'aujourd'hui, c'est pour protester. Dans notre pays, nous avons une bonne armée, une bonne police. Mais on ne comprend pas pour quel intérêt les Rwandais doivent venir nous sécuriser ici, dans notre pays. Nous, en tant que Congolais, nous souffrons depuis longtemps. Nous manifestons pour dire non à l'arrivée des policiers rwandais chez nous. Nous refusons parce que nous avons notre propre police. En croire le commissaire général de la police nationale congolaise, aucun accord ne prévoit la venue de la police rwandaise dans la province du Nord Kivu, notamment à Goma. Maître Arlette Odia, permettez-moi quand même de faire un pas en arrière. Vous avez quand même été avocate de l'un des présumés complices du détournement des millions en République démocratique du Congo. Quel sentiment vous avez lorsque vous avez constaté la liberté provisoire accordée à Vital Kamerhe? C'était le sentiment de soulagement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des milliers de Congolais dans notre pays qui sont victimes de la violation de leurs droits. Ah, ça a été une violation? Oui. En tout cas, dans plusieurs cas, sur le suivi de sa procédure, il y a eu beaucoup de violations. Notamment, je peux citer tout simplement le fait qu'il a eu à demander des descentes sur les lieux pour que soit vérifié notamment l'effectivité de travaux ou l'existence des maisons préfabriquées. Mais vous avez vu que les juges avaient refusé, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Quand le juge refuse une mesure comme celle-là, ça veut dire qu'il n'est là que pour condamner. Et que probablement, il n'est là que pour condamner? Il n'est là que rien pour à voir condamner, avec son travail. Et que la condamnation parce que le travail du juge n'est pas forcément de lui, mais d'autres qui sont en dehors du procès. On a les raisons d'y croire. Il a été arrêté en tant que directeur de cabinet du chef de l'État. C'est qui? Dans une décision politique, qui pêche on peut dire ça? Contre la morale. En tout cas, tous les éléments étaient réunis. Est-ce qu'on peut dire que c'était une décision politique? Mais c'est justement parce que c'était une décision politique qu'il est sorti par un mécanisme aussi qu'on peut qualifier de politique. Mécanisme aussi politique. Voilà. Mais non, pour nous, c'était un soulagement parce que ça venait réparer un droit. Ça venait réparer une erreur de droit. Mais les faits restent comme tels et que les gouvernants doivent expliquer au peuple congolais où y a-t-il eu détournement ou non, où sont partis les fonds détournés et qui les ont détournés. Mais finalement, maître, même dans votre milieu, votre environnement, des juristes, des avocats, vous vous contredisez. Finalement, qui dit vrai pour les paisibles citoyens qui ne maîtrisent pas bien le secteur? Les questions de droit ne font jamais unanimité. Vous verrez. Et puis les questions aussi d'ordre politique, elles s'examinent sous plusieurs angles. Certains vont adopter l'angle qui leur est favorable.
par rapport à leur appartenance politique, par exemple. Peut-on dire aujourd'hui que Maître Arlette aussi oriente ses réactions par rapport à son appartenance politique? À la différence avec nous, au CEDUC, nous sommes une structure de la société civile. Notre analyse, elle est généralement objective. Mais dans ce pays, on a la société civile qui, en réalité, c'est une société civile qui appartient soit à la majorité, soit à l'opposition. C'est possible, mais il faut plutôt critiquer notre analyse et dire, par exemple, que l'angle que nous avons pris n'éprouve pas suffisamment que c'est une analyse objective. Dans l'opinion, on vous taxe quand même aussi d'être opposante. Bon, opposante, je pense que ceux qui le disent n'ont pas totalement tort, parce que, comme je l'ai dit à l'entame, nous formulons des plaidoyers à l'endroit des décideurs. Les décideurs, il y en a dans l'opposition, tout comme il y en a à la majorité. Mais avant de faire ces plaidoyers, nous procédons à l'analyse des faits des sociétés, à l'analyse des faits politiques. Et notamment, ce sont les gouvernants qui sont à la base des faits politiques. Ça fait que on a plus d'éléments à critiquer venant du pouvoir, parce que ce sont qui sont pratiquement à l'œuvre et qui ont étouffé l'opposition déposer ces actes. On avait critiqué un acte de l'opposition, notamment celui de la Mouka, au moment où il avait décidé d'organiser sa marche le 13 octobre, qui était un jour de la rentrée parlementaire. Le gouverneur de la province avait demandé à la Mouka notamment de choisir une autre date. Et la Mouka avait catégoriquement refusé. Nous, en tant que structure de la société civile, cette fois-là, nous nous sommes penchés du côté de gouvernants pour demander à la Mouka d'échanger des dates. La vérité. Oui, d'échanger des dates, parce que c'était quand même une date qui est constitutionnellement reconnue pour la rentrée parlementaire. Donc ceux-là qui disent que nous sommes totalement du côté de l'opposition, on peut bien le comprendre, mais on explique en disant c'est parce que le pouvoir nous donne beaucoup plus d'éléments de critiquer les actes qu'il pose. Vous avez suivi ce qui s'est passé dans la partie est de la République démocratique du Congo, ville morte. Malheureusement, il y a eu des Congolais qui ont même perdu la vie dans cette situation-là où la population a manifesté pour dire non à la présence de l'armée rwandaise. Mais du côté du gouvernement, on dit qu'il n'y a pas l'armée rwandaise. Ce sont des manipulations des ONG, des structures qui ont leurs intérêts dans ce coin de la République démocratique du Congo. Comment vous trouvez un peu cette situation? Quelle est votre lecture de cette situation? Merci madame. Permettez-moi de faire aussi une petite marche en arrière par rapport au cas de Sami Jamal. Vous savez que c'est le seul... Lui, on a refusé la liberté provisoire. Oui, c'est le seul poursuivi ou accusé dans ces dossiers à qui on n'a encore pas accordé la liberté provisoire, alors que lui, c'est un monsieur très âgé par rapport à tous les autres. C'est un monsieur qui, lui, n'est pas politique. C'était un commerçant et qui n'a jamais remis en cause les faits qu'il avait reçus les sommes d'argent et qu'il les avait utilisées en bon escient. C'est seulement la Cour qui a toujours refusé d'accéder à ces éléments ou à ces moyens de preuve, notamment la descente et la vérification auprès de la société. Encore une descente refusée. Voilà, encore une descente refusée. Maintenant, à ce jour, tout ce qui lui fait manquer la liberté provisoire, c'est la caution. Mais comment voulez-vous que cette personne à qui tous les comptes bancaires sont bloqués, pour manger, il doit faire une collecte. Il n'a ni membre de famille ici sur place, il n'a que ses avocats. La loi prévoit la possibilité d'accorder une liberté provisoire sans caution ou une liberté provisoire avec caution. Lui n'a pas de moyens pour payer à ses jours la caution. Il demande la liberté provisoire sans caution, on la lui refuse. Mais quand est-ce que et où va-t-il trouver le moyen pour payer? Mais entre-temps, vous entendrez la diabolisation de ceux qui disent qu'il n'est même plus au pays, qu'il est déjà en dehors des frontières. C'est qui est tout à fait faux. Il est en train de croupir en détention. Finalement, on ne comprend plus rien dans ce pays. Les détourneurs des deniers publics, bon, sont encore innocents quelque part. On ne le trouve pas en prison, mais on parle toujours des fonds qui échappent au trésor public, des fonds qui sont détournés. Mais comment peut-on expliquer que celui qui a, je sais pas, volé au grand marché, eux, ils peuvent au moins faire la prison? Donc, peut-on dire qu'aujourd'hui,
que la prison n'est réservée qu'à ceux-là qui n'ont pas de moyens? Posez cette question à ceux qui dirigent, à ceux qui gouvernent à ce jour. Mais nous, en tant que CEDUC, nous répétons que l'appareil judiciaire est en panne. Et il y a tellement de l'instrumentalisation dans l'administration de la justice. Ce n'est pas bon, ce n'est pas correct. Il faut que le magistrat aujourd'hui sache comprendre qu'il faut appliquer le bien, non pas par crainte de châtiment, mais tout simplement par motif de conscience. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Mais tout ça arrive parce qu'aujourd'hui, cette insensibilité à la souffrance de tout le monde s'intéresse à la politique. C'est lui qui voudrait voir son grand-père de 85 ans en prison et être maintenu dans cet état tout simplement parce qu'il n'a pas de caution à payer. Et entre-temps, ses comptes sont bloqués. Si on peut lui accorder une liberté sans caution, le jour où il sera, ses comptes seront débloqués, mais il va payer toutes les factures ou toutes les charges de l'État. C'est à cela que nous appelons. Ici, je ne parle pas comme son avocat, je parle comme présidente d'une structure de la société civile qui défend aussi les intérêts des personnes que les victimes de leurs droits. Seront différents lorsque vous êtes avocat et lorsque vous êtes présidente d'une structure et vous parlez de votre client? Oui, non, je pourrais certainement prendre la même posture, mais en formulant des plaidoyers différents. Je n'avais pas voulu le citer, mais c'est sorti de vous-même. En tant qu'avocat, je vais faire une plaidoirie. Mais en tant que président de CEDUC, j'ai fait un plaidoyer. Je formule un plaidoyer à l'endroit des dirigeants. Mais en tant qu'avocate, vous n'allez pas voir le mal quelque part. Je suis sûre que madame le ministre de la Justice, qui a plusieurs fois démontré combien elle porte à cœur les soucis des citoyens congolais dans le respect de leurs droits fondamentaux, elle sera à l'écoute de ce plaidoyer et peut-être nous surprendre agréablement en lui accordant la faveur de la libération conditionnelle. Peut-être la crainte qu'il peut toutefois partir, comme aujourd'hui on a fait avec mais Willy Bakonga. Il n'a pas son passeport. Il n'a pas son passeport. Mais il marche difficilement. Il marche avec sa canne. Vous savez déjà qu'il plaidait en étant sur une chaise roulante. Willy Bakonga est parti, donc Jamal peut aussi partir. Il n'a pas la même force physique, madame. Jamal a 85 ans d'âge. Ok, revenons sur la situation de la partie Est, la République démocratique du Congo. Répondez à ma question. Aujourd'hui, la population de Goma a démontré combien elle est disposée à se prendre en charge, comme disait Mouzé Kabila et Etienne Tshisekedi Wamulumba. Même lorsqu'elle est instrumentalisée. C'est ceux qui sont au pouvoir qui vous disent qu'elle est instrumentalisée. Lorsqu'à l'Ituri ont dénoncé la présence de l'armée ougandaise, vous avez vu comment les ministres de la communication remettaient cela en cause. Quand bien même il y avait des vidéos, il y avait des communiqués officiels de l'administration ougandaise. De la même manière à ce jour, qui sait si c'est la manifestation de nos compatriotes qui a fait reculer la police rwandaise. Madame, il n'est pas question d'instrumentalisation. Il est question que les dirigeantes prennent la mesure de la menace. La République démocratique du Congo est depuis tout ce temps sous les velléités de la balkanisation et les gens à ce jour ont de crainte de voir ce projet ou ce plan des ennemis de la République être mis en mouvement. On interpelle et on voudrait bien que les autorités leur écoutent et non les exposer à la barbarie ou aux bavures policières. Vous avez appris qu'on a perdu des compatriotes. Ça nous dénonçons. Un bébé de moins d'1 an qui était sur le dos de sa mère. On n'a pas entendu, madame, la réparation. On a suivi il y a quelques jours qu'il y a un compatriote qui est décédé dans les installations de la police nationale, mais aucune réparation. Est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait un procès, madame? C'est ça, j'ai un problème avec cette façon de voir les choses. On doit arrêter de lier infiniment la réparation à la répression. La réparation n'est pas forcément subordonnée à la répression. Il y a une arme, il y a les policiers qui ont, par leur faute ou par un acte quelconque, ôté la vie à certains compatriotes. Même sans un procès, même avant la fin du procès, l'État devrait dire à la nation, les gouvernants devraient dire à la nation
quelles sont les mesures urgentes qui ont été prises par l'État pour réparer civilement. Nous avons également vu des policiers qui ont tiré sur un ministre d'État. Vous avez quand même appris ça. Aucune enquête, madame. Et avec ça, vous voulez que les séduque ces thèses. Nous n'allons pas nous taire. Parce que même le ministre, il est vrai qu'il est membre du gouvernement. Mais dans cette situation, c'est une victime. Et la victime doit être protégée. Quand les faits comme cela se posent, il faut que les enquêtes révèlent à l'opinion de quoi il en était question. Parce que imaginez qu'un ministre soit en sécurité, comment les petits peuples pourraient se retrouver, eux, en sécurité? Il paraît que l'ordre a été donné par un sujet étranger. Oui, mais vous parlez... Et là, ça s'est passé en RDC. Cette personne-là a aussi réagi en disant que d'ailleurs, il est étonné que le ministre soit arrivé dans ce site un dimanche, autour des 20 h, de manière officielle ou officieuse. Ça, on ne sait pas. Est-ce que ce n'est pas le ministre lui-même qui s'est exposé? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais nous voulons qu'un Congolais soit protégé, qu'il soit ministre ou non. Quand, à chaque fois que l'on se retrouve dans la posture d'une victime, l'État doit venir à l'aide à cette victime et éclairer l'opinion quant à ceux. Parlons de la situation de la Commission électorale nationale indépendante aujourd'hui. Nous connaissons déjà tous les membres de la centrale électorale. Qu'est-ce que vous attendez de la CENI avec Denis Kadima à la tête? Madame, laissez-moi vous dire que nous n'avons aucune considération. Nous, en tout cas, au CENI. Vous n'avez aucune considération? Aucune considération. Et pourquoi? Pour la CENI du compatriote Denis Kadima. À cause de toutes les circonstances qui ont entouré sa désignation, toutes les irrégularités qui ont émaillé. Vous n'étiez pas là. Comment est-ce que directement vous parlez des irrégularités? Parce que vous n'avez pas participé aux différentes plénières. Nous avons suivi le processus de son début à sa fin. Mais est-ce que vous avez oublié? Vous avez oublié. Vous étiez partie prenante? Vous avez oublié qu'à l'issue de la désignation de Denis Kadima, la composante confession religieuse a éclaté, est allée en l'air. L'Église catholique s'est retirée. L'Église du Christ au Congo s'est retirée. Mais la majorité prime sur la minorité, 6 contre 2. Je suis tout à fait d'accord. Mais après, il faudrait qu'au-delà des divergences, que l'on travaille sur l'unité. On peut être ensemble sans forcément partager le même point de vue sur toutes les questions. Mais quand l'opposition, dans la prise de position, va jusqu'à entraîner la division, ça veut dire que l'État n'a pas joué son rôle. Et dans ces conditions, vous ne pouvez pas nous dire qu'on doit saluer cette équipe. Et bien plus grave, c'est la désignation de membres de l'opposition qui vient, madame, couronner la violation des principes, la violation des textes en République démocratique du Congo. Comment ça, ils sont membres de l'opposition? On a tous suivi l'honorable Njoli, les désigner comme étant membres de l'opposition politique. Mais la loi sur l'opposition politique, à son article 5, est claire. Elle dit quoi? Elle dit que... La loi dit quoi? L'opposition politique en RDC est reconnue aux partis politiques et aux regroupements politiques, pas à des individus. Ça veut dire qu'il revenait aux partis politiques ou aux regroupements politiques de déléguer leurs membres au sein de la centrale. Non. Mais ils n'ont pas... Madame, il y a une différence entre un individu et une personne physique et une personne morale. La loi est claire par rapport au fait que ce sont des personnes morales. Je ne me trompe pas quand même une structure politique, un parti politique. Là n'est pas vraiment le problème. Moi, je suis en train de parler notamment de Didi Manara, qui est présenté comme étant de l'opposition, un individu. C'est une situation qui est interdite. Totalement interdite par la loi qui réglemente l'opposition politique dans notre pays. Je vous donne l'article 5, où il est dit que ce sont des partis politiques et des regroupements politiques qui constituent l'opposition. On a vu ça sous Joseph Kabila, lorsque Jacques Njoli faisait partie de la centrale électorale, il a été désigné par son parti, le MLC. Pourquoi à ce jour, ça doit être des individus? Vous savez quel est le danger? Lorsque ce sont des individus. Admettons, on ne le souhaite pas, que comme l'abbé Apollinaire Maloumalo par le passé, qu'un de ces trois
candidats trouvent la mort. Comment on va faire pour les remplacer? Parce que si ce sont des structures, l'opposition va s'organiser, la structure qui a délégué va s'organiser pour envoyer un autre. Est-ce qu'on doit confier la charge de la nation à des individus plutôt qu'à des structures? Nous sommes totalement contre cet état de faire les choses et ça ne va pas nous amener au changement. Je vous donne une comparaison pour mieux comprendre. Allez-y. La majorité Union Sacrée, elle se constitue non pas avec des structures, non pas avec des personnes morales, mais plutôt avec des personnes physiques. La conséquence est que ce sont des individus. Ils sont à ce jour mais on a vu également des partis politiques qui ont adhéré. Ils n'arrivent pas à répondre. Oui, il y a des partis politiques, mais il y a aussi ce qu'ils ont appelé FCC Mosaïque. Et dans le FCC Union Sacrée, pardon. Et dans le FCC Union Sacrée, les charges sont confiées à des individus. Dans mais un pays FCC Union normal. Sacrée, on a également vu des partis politiques. Par exemple, Ngoï Kassanji qui a son parti politique. Mais aujourd'hui, il soutient le pouvoir en place. Dans un État normal, surtout un État démocratique, dont la RDC se clame, hein, les responsabilités sont confiées à des structures. Et il revient à ces structures de confier, cette fois-là, des charges à ses membres. Mais que dire? Mais à ce jour, ce n'est pas le cas. Et ça pose un problème parce que quand la personne est inefficace, vous ne savez pas la faire remplacer. Parce que déjà, même le fait de lui confier un ministère, c'est une reconnaissance pour vous avoir facilité quelque part une violation des principes et une violation des textes. C'est ça le danger. Vous avez suivi le chef de l'État sur le discours, dans son discours sur l'État de la Nation, reconnaître l'inefficacité du gouvernement de la République. Mais oui, c'est parce que ce sont des individus, ce ne sont pas des structures. Quand un individu est au sommet de l'État et qu'il n'a aucun compte à rendre à la structure qu'il a désignée, ben, il se comporte en un anarchiste. Nous avons vu également dans ces pays des personnalités quand même politiques qui ont occupé de hautes fonctions. Oui, mais... Donc on peut également faire confiance à une personnalité politique. Madame, des personnalités politiques, lorsqu'elles sont portées, parce qu'il est question soit d'être membre d'une personne morale ou d'une structure, ou alors être porté par une structure, n'est-ce pas? C'est le cas avec Alexis Tambwe Mwamba qui, lui, était une personnalité voilà. politique. Mais il a été porté par le FCC, il a été porté par le parti PPAD. Ce n'est pas le cas aujourd'hui où les responsabilités sont confiées à des individus. Mais les gens qui ont quitté, par exemple, le FCC aujourd'hui ont fait bloc et ils ont fait FCC Union Sacrée. Donc, ils se concertent entre eux, certainement. Vous parlez de concertation, mais est-ce qu'ils sont Ils ont créé FCC Union Sacrée. Est-ce que cela est normal? C'est ça le problème. Nous militons contre la violation des textes, contre la violation des principes applicables dans un État démocratique. Parce que nous estimons, comme Étienne Tshisekedi, qu'un État ne peut se développer que lorsque les principes sont respectés, lorsque les lois de la République sont respectées, lorsque les engagements politiques sont respectés. En dehors de ce chemin-là, de ce cadre-là, le développement n'est pas possible. C'est ainsi que vous entendrez le chef de l'État chaque fois nous renvoyer à l'année d'après. Quand nous étions en 2019, il a promis que 2020 serait l'année de l'action. On n'a pas vu l'action. Quand nous étions en 2020, même dans des pays il a promis, on arrive aussi à violer, il a promis qu'il s'allumait Banda en 2021. On n'a rien vu en 2021. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Il nous promet l'année du travail en 2022. Tout sera l'année du travail. Madame, toutes choses restant égales par ailleurs, les mêmes faits produiront les mêmes effets. Vous n'avez pas espoir du changement? Mais quand le schéma qui devrait nous mener peut-être qu'en 2022, n'est pas clairement présenté. Ça sera mieux parce que le président de la République et le gouvernement Sama Lukonde, les deux ont quand même posé des bases pour le changement. Voilà pourquoi on dit l'année du travail, l'année du peuple. Nous le voulons ainsi, nous le souhaitons parce que nous voulons ce Congo grand, mais en même temps, nous ne sommes pas obligés d'être, de suivre de n'importe quelle manière. Nous sommes réalistes, nous sommes analystes, nous voulons plutôt ne pas croire aveuglement parce qu'on a plusieurs fois cru et on a été dupé. Madame, Messieurs, prenons ce troisième dossier, le troisième dossier qui parle de la tournée de Moïse Katumbi. Madame, Messieurs, le débat, c'est juste après ces éléments. C'était une mobilisation réussie
Pour Moïse Katumbi, son grand oral à la place de la Poste a été suivi par plusieurs Boyomé qui fondent leur espoir en lui. Et tout d'abord, sa volonté à améliorer les conditions de vie de la population de Kisangani. Moïse Katumbi dit être dans l'union sacrée, pas pour cautionner les antivaleurs. Le président de la République alilombaka sa mukini aendelee mbele, haina vile. Mulipendaka tubloke mukini, mulipendaka tubloke mukini, mulata bloke mukini ni shetani, haina vile. Mimi natafutaka bonheur ya peuple congolais, haina vile. Tunasikilizana, mais haina sema ni miko mwinyo sacré, mistasema bila biendeke. Tunasikilizana. Le président de Ensemble pour la République invite les gouvernements à supprimer la taxe RAM. Son discours était très applaudi par les Boyomé qui l'ont déclaré déjà vainqueur aux prochaines élections. Son passage à Kisangani a fait renaître de l'espoir aux Boyomé qui se sont vus délaissés par plusieurs politiciens venus dans ces coins. Trois Kassai, puisqu'il sera à Mboujima, il y a le Mami, il y a Kananga. Il sera à Kananga, à Mboujima, à Lomami, il sera au Sankoura Lodja et il sera à Chikapa. C'est une population meurtrie depuis de longues dates. Tous les régimes qui se sont succédés dans ce pays. Félix Tshisekedi. Excusez-moi. Oui, oui. Félix Tshisekedi n'a que 3 ans, mais qu'on peut combiner en une année, puisqu'en réalité, FCCH ne l'a pas servi. Il n'a travaillé que pendant une année et il le disait même que Moussale Bandisiko, le travail vient de commencer. Alors un peu rapidement, qu'est-ce que la population du Kassai peut attendre de Félix? La population attend du président de la République des solutions à leurs problèmes. C'est comme un peu partout ailleurs. Le problème d'électricité ne manque pas, le problème de l'eau ne manque pas, le problème alimentaire ne manque pas, les problèmes médicaux ne manquent pas. Je vous en prie. Même s'il ne sait pas apporter la totalité de la solution, mais il y aura ne fût-ce qu'un début de solution. D'ailleurs, il y a déjà un début de solution, puisqu'il y a quand même des travaux par-ci par-là, au Ghana. Chilejeu. Je ne parle pas que de Chilejeu. Les Israéliens sont là. Ce n'est pas dans le cas de Chilejeu. Chilejeu, c'est avec les Égyptiens. On y construit quand même de belles écoles. On y construit quand même des beaux hôpitaux. Cette population affamée là que nous voyons dans les réseaux sociaux. Excusez-moi. N'oubliez pas que le maïs qui est vendu à Kinshasa à 18 000 francs congolais pour 25 kilos, le maïs en provenance de Kasses, est vendu pratiquement au même prix en Mboujima. C'est quand même un diminutif d'une partie de la souffrance. Et après tout, vous allez tout mettre sur la tête du Félix Antoine. Oui, mais il est chef de l'État. Il est chef de l'État, il est garant de la nation. Parce que il est... Et les surcroît. Parce qu'il est natif de l'État. Il est natif, oui, voilà. Mais vous l'avez dit. Félix nous a dit qu'il n'est pas le président de l'UDPS, qu'il n'est pas le président des Kassaïens, qu'il est le président de tous les Congolais sans bénéfice que le minimum du social. Ce que je viens de vous dire là, d'énumérer là, mais c'est quand même un défi social. Jean-Paul a une journée où on ne doit pas tout faire. Maître Arlette Odia, vous avez dit que vous n'avez pas confiance à la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que c'est-à-dire que les résultats qui seront annoncés lors des prochaines élections, à l'issue de ces élections qui seront organisées selon la Constitution en 2023, ne passeront pas
chez vous? Il faut d'abord croire que c'est cette CENI-là qui va organiser les élections. Si vous y croyez, là, on peut aborder la deuxième question, celle de la reconnaissance des résultats. Mais nous sommes encore de ceux qui croyons. La CENI est en train déjà de mettre tout en œuvre pour organiser ces élections. Et le président de la République a même dit qu'il y aura les élections et donc la Constitution sera respectée. Je dis que c'est vous qui le dites. Nous sommes encore de ceux qui croient, mais vraiment foncièrement, que l'actuelle CENI ne saura pas organiser les élections, surtout pas dans ces conditions. Vous savez, l'article 5 de la Constitution de la République dit que le peuple est souverain. Il exerce sa souveraineté soit de manière directe, soit de manière indirecte. Et de manière indirecte, c'est la gouvernance. On peut gouverner par défi. Quelquefois, ça marche. Mais on ne peut pas imposer des élections par défi. Parce que là, c'est le peuple qui s'exprime de manière directe. Il suffit pour ce peuple de ne pas porter la commission électorale telle que placée en place. Est-ce que vous estimez que le peuple ne porte pas cette commission? Il n'ira pas à ces élections jusqu'à ce que les règles du jeu soient respectées. Est-ce que le peuple ne porte pas cette commission? Quand on parle de peuple, madame, on voit les différentes couches sociales et politiques. Quand on parle du peuple du point de vue social et du point de vue politique, il y a la majorité, il y a l'opposition. Du point de vue purement social, il y a la société civile. Vous savez que la société civile, elle est divisée par rapport aux intérêts. Non, pas aux intérêts. Non, par rapport à la CENI, mais ce sont des intérêts qui sont derrière les positions. Je vous laisse dire des uns et des autres. Il faut quand même le reconnaître, maître. Bon, je voudrais plutôt parler de l'opposition qui, dans son ensemble, ne porte pas la CENI telle qu'elle est présentée. La majorité qui dans son ensemble porte vous savez que dans tous les États démocratiques, d'ici la fin du mandat, le peuple est plus avec l'opposition qu'avec le pouvoir. C'est dans tous les pays au monde. Dans tous les pays au monde. Et d'ici la fin du mandat du président de la République, vous vous rendrez compte que de plus en plus le peuple va se dissocier de lui. Mais quelle est la preuve que maintenant là, le peuple est avec l'opposition? Parce que nous avons vu quand même le dernier sitting de l'opposition devant la Commission électorale nationale indépendante. Combien de personnes se sont présentées là-bas? Et ça ne représentait pas le peuple. Ça, c'est pas une preuve que ce que vous faites ou les positions que vous aviez sont à l'encontre de la volonté de la population. Vous avez vu cette population-là manifester le 13 novembre pour dire essentiellement non à la dégradation de conditions de vie sociale. Mais parlons de la dernière manifestation. Pour le peuple aujourd'hui, la tenue des élections n'est pas encore une priorité. C'est regrettable que ceux qui nous gouvernent se mettent même en campagne avant l'arrivée du terme de leur mandat. Ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas encore une priorité, madame. Donc, le fait déjà d'alerter. Il y a eu une alerte. En train de dénoncer le fait que la Constitution est violée. Mais il y a pas organiser les élections, c'est-à-dire aussi que la Constitution sera aussi violée. Mais non, par la faute de qui? Par la faute de qui? Ah là, au moins, ça pourra passer. Vous allez cautionner cela. Madame, je suis en train de vous dire que vous êtes en contradiction avec ce que vous voulez? Pas du tout. Je me résume en vous disant que le peuple congolais a de priorité pour le moment, c'est l'amélioration de ses conditions de vie, notamment la sécurité et le social au pays. Et que faire de ces élections prévues en 2023? Les élections, le peuple s'est manifesté en faisant des alertes pour dire que la CENI telle qu'elle a été mise en place, elle ne rassure pas les forces prenantes au processus électoral. Et que doit faire le régime actuel? Mettre de côté cette CENI, mettre de côté les élections? Absolument, madame. Donc, on n'aura pas d'élections en 2023 selon votre vision? Les élections vont se tenir et devront se tenir et ne pourront se tenir que si on va sur des fondamentaux. Oui, sous Joseph Kabila, on a organisé le délai ou l'intervalle entre la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre et la tenue des élections, il s'est écoulé moins de 2 ans. À ce jour, il y a encore 2 ans. Si on se met autour d'une table pour tabler sur une CENI consensuelle, mais on aura des élections dans le délai. Et les fonds? Parce que vous parlez du social. Oui. Le social du peuple congolais demande des fonds. Et reprendre encore la procédure à zéro, c'est qu'il faudra encore engager des fonds. Mais par la faute de qui? Par la faute de ceux qui gouvernent. C'est ça le problème. Et lorsqu'il n'y a que ces ducs de Maître Arlette
Odia qui ne veut pas de cette commission électorale nationale indépendante, où on a la Mouka, parce qu'aujourd'hui il faut reconnaître que la Mouka, il y a la Mouka avec Katumbi et les autres, et la Mouka avec Martin Fayoulou et Mouzito qui ne veulent pas, donc deux associés à Maître Arlette Odia, associés 2-3 mouvements citoyens, donc ce sont les trois qui représentent la population pour qu'enfin, pour en plus changer les choses. C'est ce que vous voulez nous dire, Madame Maître? Noëlla, aider les personnes qui nous suivent à mieux comprendre les CEDUC qui est en train de parler à travers sa voix officielle. Le CEDUC vous dit que la priorité à ce jour pour le peuple congolais, c'est l'amélioration de ses conditions de vie, sécuritaires et sociales. Oui, on est d'accord avec vous. S'agissant des élections, et les élections, la s'agissant des Constitution. élections, elles devaient être précédées par le respect des règles du jeu applicables dans la désignation des animateurs de la CENI. C'est ça qui augure la tenue des bonnes élections en 2023. Aussi longtemps que ces processus n'ont pas suivi un cours normal, il ira de soi que des élections où elles ne vont pas se tenir, ou elles ne vont pas se tenir dans les bonnes conditions. C'est ainsi que nous formulons ce plaidoyer à l'endroit des dirigeants, en disant que la loi a été plusieurs fois violée, il faudrait qu'elle soit respectée, il faudrait que dans les mêmes conditions que la loi organique sur la CENI avait été adoptée, avec l'opposition et la majorité autour d'une table, que ce soit les mêmes conditions qui président à la désignation des animateurs de la CENI. Vous dans ces conditions, les élections vont se tenir et des bonnes élections. Coin, en train de battre campagne, Tshisekedi qui est dans le Kasaï, qui a aussi, on a vu, il était en train de battre aussi campagne. Est-ce que vous pensez que cette voix sera entendue? Lorsque là-bas, Kisangani attend déjà Katumbi à la magistrature suprême, et de l'autre côté, Tshisekedi veut un deuxième mandat. Il est normal, ou je vais dire légitime, pour le président Félix Tshisekedi de penser au second mandat. On peut aussi comprendre l'attitude du président Moïse Katumbi de se mettre pratiquement en pré-campagne. Mais est-ce que c'est ce qu'il faut pour gagner les élections en 2023? Nous disons non. La meilleure chose à faire à ce jour, c'est d'abord se concentrer sur le processus électoral. Ce processus qui est à ce jour lâché par la frange importante de la société civile, lâché par l'opposition politique. Ne croyez pas, en tout cas, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas rêver. Les élections ne vont pas se tenir dans ces conditions-là. Et le mieux à faire à ce jour, c'est d'améliorer le processus électoral. Nous voulons des élections, mais nous voulons surtout des bonnes élections en 2023. Est-ce qu'il vous arrive aussi de statuer sur la position de Moïse Katumbi, qui est membre de l'Union Sacrée? Oui, madame. Et on a l'impression dans ses sorties médiatiques que Moïse Katumbi, il se livre dans le populisme. On a vu son discours à Kisangani qui était un discours totalement polémique. Mais polémique contre qui? Polémique contre l'UDPS. Et en attendant, mais entre-temps, il est dans l'Union Sacrée. Lorsqu'on attendait la réaction notamment du secrétaire général Augustin Kabouya dans sa dernière matinée politique, on a pensé que c'était pour répondre aux différentes accusations de Moïse Katumbi contre l'Union Sacrée. Quand Moïse Katumbi dit qu'il est dans l'Union Sacrée, mais pas pour cautionner les antivaleurs, ça veut dire qu'il accuse l'UDPS et l'Union Sacrée d'être à la base des antivaleurs, comme d'ailleurs la société civile et la grande partie des acteurs politiques du pays le pensent. Mais quelle est la réponse de l'UDPS qui n'est dit mot consent? On doit acclamer une gouvernance des antivaleurs, dites et décriées et dénoncées par Moïse Katumbi en étant lui-même. Madame, pourquoi je vous dis, s'il vous plaît, accordez-moi le temps de vous dire que Moïse Katumbi, il se livre dans le populisme, notamment lorsqu'il parle de RAM. Il est au sein de la majorité parlementaire. Il a au moins 70 députés au sein de l'Assemblée, si c'est encore le cas à ce jour. Qu'a-t-il fait lorsque une action était dirigée contre le ministre de PT Antique? Il était de ceux qui ont protégé, il était de ceux qui ont protégé le ministre du PT Antique. Pourquoi venir se moquer, on va dire, du peuple congolais? Il s'est moqué du peuple congolais. Notre regret. Mais nous avons vu les peuples congolais applaudir. Il n'a posé aucun acte politique pour mettre fin à ce RAM. Il n'a pas le droit de se plaindre contre cette taxation. Vous savez, mais justement, c'est du populisme qui malheureusement ne va pas payer. Parce que dans la politique, il faut être honnête dans la démarche. Là, c'est de la malhonnêteté. C'est une mascarade. Absolument. Madame, je voudrais vous rappeler des hommes politiques, des grandes valeurs qu'on doit respecter dans ce pays. C'est notamment Étienne Tshisekedi Wamulumba, notamment Joseph Kabila. Lorsqu'ils ont été menacés
débaucher leurs députés. Ils sont restés calmes, silencieux. Etienne Tshisekedi Ouamouloumba a dit à ses députés de ne pas rejoindre l'Assemblée nationale parce qu'il l'a considéré légitime. Mais demandez-vous, tous ceux-là qui avaient rejoint l'Assemblée nationale, est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui? On parle encore de Sami Badibanga aujourd'hui. Est-ce qu'on parle encore de Serge Mayamba aujourd'hui? Ce sont eux qui étaient les premiers à garder la casquette de l'UDPS, mais sans travailler pour l'UDPS. Mais Etienne Tshisekedi, il était resté égal à lui-même. Il n'avait pas paniqué. De la même manière, Joseph Kabila, lorsque la majorité, disent-ils, a été basculée, il est resté calme dans son coin. L'avenir nous dira le sort qu'il réservera en un mot, maître, peut-on déduire aujourd'hui qu'entre Katumbi et Félix Tshisekedi, c'est du « je t'aime, moi non plus ». C'est ça l'impression que nous avons tous. C'est ça l'impression que nous avons tous. Et nous, ça ne nous intéresse pas du tout. En tout cas, le peuple congolais n'est pas là pour les accompagner. Il est vrai que nous avons une population affamée, et quand elle a l'occasion, n'est-ce pas, de se donner un petit pain, mais elle ne peut que la saisir. C'est ce que nous pensons. Madame, Messieurs, place au dernier dossier. C'est pour la première fois que Félix Tshisekedi a foulé les sols de Mbuji-Mayi depuis son accession au pouvoir. Le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par une marée humaine. Depuis l'aéroport, il a été contraint de faire les pieds pour communier avec la population. Après une bonne distance, il s'est résolu de prendre la Jeep pour rallier à temps les lieux du meeting. Ici, l'attendaient plusieurs milliers de ses sympathisants. Le chef de l'État, qui a pris la parole en Chiluba, a promis de relancer la MIBA pour redonner du travail aux jeunes Kassaïens. Il dit avoir reçu toutes les doléances concernant l'eau, l'électricité et les routes. Fachi dit être venu avec des bonnes nouvelles pour redonner de l'espoir à tout le monde. Dès 2022, a-t-il indiqué, il va lancer un programme social jamais initié par aucun gouvernement depuis l'accession de la RDC à l'indépendance. Félix Tshisekedi a promis de fêter Noël avec ses frères pour être à l'écoute de tous les problèmes de la province. La dernière adresse du chef de l'État Félix Tshisekedi devant les congrès du Parlement révèle un aveu d'échec du bilan de l'action du président de la République, soutient Norbert Luiye, président de l'UIR. M. Félix Tshilombo a avoué publiquement l'échec de son bilan négatif dans les secteurs clés de la vie sociale de la population concernant l'accès à la santé, le manque d'eau potable, l'électricité, les transports, ainsi que la disparition de la gratuité de l'enseignement de base qui ne reste plus qu'une simple chanson à ce jour, alors que c'est un droit constitutionnel pour le peuple congolais. L'UR doute de la tenue des élections en 2023. Sans pourtant penser à résoudre les multiples conflits qu'il a lui-même créés et qui restent sans solution et bloquent le processus électoral de 2023. Notamment, conflits où l'opposition n'est pas impliquée dans le processus électoral. Nous avons une crise politique et sécuritaire dont la guerre à l'est du pays où Félix Tshilombo a instauré l'état de siège qui exige d'y mettre fin avant l'organisation des élections dans l'ensemble du pays. Par ailleurs, Norbert Luiye croit plutôt à l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le numéro 1 de l'Union des Républicains met en garde le père de l'Église catholique et protestante qui aurait, selon lui, reçu la mission de bons offices par Félix Tshisekedi. Comment vous avez jugé le propos de Augustin Kabouya lorsqu'il parle
de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila. Il a dit que sa place n'est plus à la tête de la RDC, mais plutôt à Makala ou à la CPI. Madame, avec tout le regret, nous avons senti monsieur Augustin Kabouya en train de distiller la haine. On a vu monsieur le secrétaire général du parti présidentiel s'écarter des sujets d'actualité, des sujets qui intéressent l'opinion publique, notamment comment les gens vont fêter les fêtes, comment ils vont passer les fêtes des fins d'année. Il y a certains qui ne sont pas payés, il y a d'autres qui sont payés, mais avec une vie chère sur le marché, on ne sait pas comment s'y prendre. La question des Thompson ou Chinchard venus de la Namibie, la question des rames qui n'a pas été abordée, ça veut dire toutes les questions qui touchent au social des Congolais n'ont pas été abordées, alors que cette matinée politique était fortement attendue par l'opinion. On a vu plutôt le secrétaire général venir parler de l'arrestation de Joseph Kabila à la surprise générale. Cela prouve suffisamment que la cible de la gouvernance du président Félix Tshisekedi, c'est Joseph Kabila. Et tous les autres membres de son parti ne sont que des victimes collatérales, notamment Ferdinand Kambere et autres. Souvenez-vous de l'affaire de Kikaya Bin Karoubi. On avait dit qu'il s'était évadé à cause de du dossier des cartes prépayées. Mais au même moment, carte visa. Voilà. Mais au même moment, il y avait une liste dressée des bénéficiaires de cette carte prépayée. Est-ce que la fuite seulement de Kikaya Bin Karoubi devait justifier la fin des enquêtes? Pourquoi après le départ des Pourquoi après le départ de Kikaya, il n'y a jamais eu d'enquête? Mais pourquoi au moment où Kikaya était sur place, les enquêtes étaient intensifiées? C'est ce qui dit que tous ceux qui sont demeurés fidèles à Joseph Kabila, ils deviennent des victimes collatérales parce que la cible à ce jour, c'est Joseph Kabila. Comment pouvez-vous imaginer, madame, que Joseph Kabila, qui est l'ancien président de la République, avec tout ce qu'il y a à son compte, il connaît un accident de circulation. Un lundi, un mercredi, le secrétaire général du parti vient raconter qu'il sera mis aux arrêts. Mais là encore, c'est après l'arrestation du porte-parole du parti de Joseph Kabila. Parce que tout le monde sait que Ferdinand Kambere, c'est lui qui porte la voix à ce jour du PPRD. C'est lui qui est l'équivalent d'Augustin Kabouya à l'UDPS, l'équivalent de Billy Kambala à l'UNC, l'équivalent des Devos Kitoko à l'ECD. Comment on peut rester insensible, notamment tous ces acteurs politiques que je viens de citer? On peut bien appartenir les uns à l'opposition et d'autres à la majorité, mais comment ils arrivent à rester insensibles dans ces conditions-là? C'est très regrettable, nous, en tant que séduits, que nous prêchons l'amour plutôt que la haine qui a été prêchée par l'UDPS. Aujourd'hui, plusieurs personnes se prononcent depuis que Félix-Antoine Tshisekedi s'est adressé à la population kassaïenne. Oui. Votre réaction à chaud par rapport à ces propos? Notre réaction est que le discours du chef de l'État à Mbujimayi, il se résume en 4 D pour nous: la dictature, la division, la discrimination et le désordre. Qu'est-ce que Pourquoi la discrimination, madame? Parce qu'on a bien senti le chef de l'État mettre une différence entre le fait de rester dans le camp de Joseph Kabila ou de Martin Fayulu et le fait de rester dans son camp. Quand le chef de l'État dit que tous ceux qui sont dans son camp, ce sont eux qui veulent du développement du pays, et d'autres ont refusé de le suivre dans le schéma du développement du pays. C'est normal, non, madame, ce n'est pas normal parce que la loi est claire par rapport au fait que... Katumbi qui s'est aussi prononcé de l'autre côté. Mais par rapport au fait que il n'y a pas une loi ou une disposition légale qui prévoit que la majorité et l'opposition constituent une même famille politique. La majorité parlementaire dans un pays, c'est d'aider le chef de l'État avec une législation qui lui permette d'asseoir sa vision. Et que si telle est la vision, puisque telle est la vision du président de la République, de réunir autour de lui les gens venus de l'opposition comme de la majorité, mais l'Assemblée nationale devrait faire adopter
la révision de la loi portant statut d'opposition pour permettre au chef de l'État d'asseoir sa vision, de mélanger les chèvres et les moutons. Mais c'est ce qui n'a pas été le cas. Et quand on parle de la division, on a senti la division carrément entre les Louba ou les Kassaïens avec tous les autres pays parce qu'eux sont plus proches, plus frères du chef de l'État et pas d'autres. Dans la dictature, c'est lorsque la loi n'est pas respectée. Nous sommes pratiquement à la fin de ce rendez-vous, ce magazine qui a eu le plaisir de vous recevoir. La conférence des gouverneurs a vécu à Kinshasa et les gouverneurs, ce sont les gouverneurs des 26 provinces de la RDC se sont engagés à soutenir la vision de Félix-Antoine Tshisekedi, même au-delà de 2023. Quelles sont donc les chances que vous accordez à cet engagement lorsqu'on sait que la majorité de ces provinces sont passées par une instabilité interinstitutionnelle? Aucune chance, madame. Parce que le chef de l'État, dans son discours sur l'état de la nation, il est revenu sur les faits que sur les 26 provinces qui comptent la République, il y a 16 dans lesquelles il n'y a pas de gouverneur élu. Alors, comment voulez-vous qu'une structure s'effondre avec des non-élus, avec des intérimaires? C'est pour aller où? Nulle part. Un mot sur la sortie médiatique des avocats de Joseph Kabila Kabange autour de l'enquête qui a été menée par des journalistes étrangers. Mais elle devait pratiquement arriver parce que Joseph Kabila, il a adopté pratiquement l'attitude d'Étienne Tshisekedi à son époque, celui du silence. Mais on est en train de constater malheureusement que dans son silence, lui est victime des attaques. Il était temps que sa défense s'organise pour cette fois-là faire aussi entendre sa voix. C'est très regrettable. Il est dans un pays pour lequel il a servi, il a consacré toute sa jeunesse. Ceux qui gouvernent aujourd'hui sont les produits ou les bénéficiaires de son œuvre, notamment l'alternance politique et la passation civilisée de pouvoir au sommet de l'État. Il ne devrait pas lui faire vivre ce traitement. Mais on salue cet engagement de Joseph Kabila de pouvoir aussi s'exprimer, mais entre-temps, on interpelle le pouvoir en place de respecter le sénateur à vie à juste titre et de lui apporter le soutien, la protection, la sécurité et toutes les garanties qu'il faut. Maître Arlette Odia, vous envisagez un jour être au Parlement, être gouverneur, être président de la République? Oui, c'est une ambition, mais ça ne va pas seulement dépendre de moi, ça va dépendre de celui qui est supposé amener les gens à l'Assemblée, ça veut dire le peuple, les souverains primaires. Aussi longtemps qu'on sentira cet accompagnement du peuple, bien sûr qu'on va transformer l'ambition, on va la rendre concrète. C'est fini pour ce jour, 2021 va rester derrière nous dans quelques jours. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population pour cette année 2022 qui s'annonce déjà? Je vais saluer son courage, sa détermination de surmonter toutes les difficultés dont elle a été victime, la mauvaise gouvernance dont elle a été victime durant l'année 2021. Et j'appelle cette population à entrer en 2022 avec beaucoup d'espoir. Nous sommes un peuple foncièrement croyant et nous savons qu'avec la grâce de Dieu, nous allons nous en sortir. Il n'est pas question, que ce soit pour les jeunes, pour les vieux, pour toutes les catégories, de perdre espoir parce que la mauvaise gouvernance n'est fait que s'intensifier. Nous devons tous travailler en vue du changement et ce changement ne sera possible que dans l'unité et dans la détermination. C'est bien votre mot de la fin. Merci d'être passé dans Info7. Merci à vous aussi, Madame Noëlla. Madame, Messieurs, Maître Arlette Odia, je rappelle qu'elle est non seulement avocate, mais elle est également présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo. Donc c'est avec elle que nous nous sommes entretenus. Merci à vous tous de votre confiance et surtout merci de l'attention que vous avez accordée à ce magazine Info7. Je ne cesserai de le dire, Info7, un magazine de Congo Web Télévision. Info7, votre magazine. Info7, notre magazine. Merci de rester fidèle et surtout merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique de Congo Web Télévision. Je vous retrouve à la prochaine et déjà, bonne fin de l'année 2021. On se retrouve en 2022 pour un nouveau magazine, un nouveau numéro de Info7.